Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans la suite du cours d'examen cardiaque. La fois passée, on avait vu l'interrogatoire avec la recherche des antécédents et de signes de risque cardiovasculaire. J'insiste sur ces deux points forts-là, car ils sont des questions fréquentes des examens. J'espère que vous avez les noté d'après la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va continuer notre examen. On va voir de l'inspection, la palpation et ainsi de suite jusqu'au arriver au dernier titre qui est l'auscultation et la prise de tension artérielle. Toujours tous les liens utilisés dans les supports sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc deuxième titre, après un interrogatoire policier, pour déceler et collecter toutes les informations. Deuxièmement, vous allez passer à l'inspection. Donc là, dans l'inspection, pas de grosses choses à rechercher. Donc, dès ou bien à l'œil nu, vous allez voir les déformations premièrement. Donc, vous allez constater soit un thorax là, un thorax qui est concave en dedans, ça c'est du thorax dit en entonnoir. Bien sûr, ça va poser des problèmes cardiovasculaires. Ou bien l'inverse, un thorax qui est dilaté, c'est le thorax en tonneau, c'est l'inverse du thorax en entonnoir. Et vous pouvez noter aussi de la kyphoscoliose, qui est une déformation du colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Donc, tout ça, vous allez déceler. Donc, vous voyez la complexité et la multiplicité. Un examen cardiaque, ça va prendre du temps. Donc, c'est pas facile comme il paraît. Donc, vous allez rechercher à l'œil nu, premièrement, le thorax, déformation de la cage thoracique, où ça va avoir un retentissement probable sur la fonction cardiaque, et même donner des insuffisances respiratoires parfois dans les cas. Donc, vous allez rechercher aussi la présence de cicatrices. C'est primordial dans votre inspection-là. Parfois, les patients sont opérés pour des causes cardiaques ou bien gastriques. Ça va compléter votre fiche clinique. Et vous allez rechercher les signes de la circulation veineuse collatérale. Et vous allez voir ça dans les insuffisances hépatiques et les insuffisances du retour veineux. Et parfois l'œdème, qui dit en œdème en pèlerine. Donc, ça c'est la circulation collatérale. Ça c'est la circulation ventrale collatérale qui va témoigner dans certains des cas d'une hypertension portale. Donc, lorsque vous voyez une circulation collatérale, c'est ce qu'il y a un problème dans le retour veineux sanguin. Donc, tout ça sont des critères à noter et à observer dès votre inspection là. Et dès que le patient il est en torse nu, vous pouvez calculer quoi? Vous pouvez calculer la fréquence respiratoire. Et on va aborder ça dans le cours de la dyspnée. Normalement, une fréquence normale, ça va être entre 12 et 16. Donc, au-delà de 16 contractions par minute, ça va entrer dans le domaine de polypnée. Donc, la qualité de la respiration, est-ce que cette respiration-là est facile et difficile? Est-ce qu'elle est pénible? Est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Donc, tout ça sont des critères que vous devez rechercher dans votre examen clinique, dans votre inspection. Est-ce qu'il s'agit d'une dyspnée au repos, dyspnée d'effort, une orthopnée, c'est la plus grave, c'est une dyspnée en décubitus dorsal, une polypnée qu'on a abordée, c'est la fréquence cardiaque qui sont supérieures à 20, 22, 24 parfois contractures par minute. Ça va témoigner une polypnée et il peut être un caractère, un état de choc comme nous allons voir les signes d'insuffisance cardiaque. Donc vous allez rechercher un tirage suclaviculaire. Donc, un tirage, c'est lorsque le patient là tire de l'air, donc comme le nom indique de façon brutale, il témoigne d'une déficience ou bien une difficulté respiratoire majeure, une respiration abdominale, donc c'est paradoxal,
Les cyanoses, bien sûr, tout ça, ça va témoigner d'un épuisement respiratoire avec une bradypnée. Faites attention aux signes respiratoires. Il peut s'agir d'urgences, comme vous allez voir dans le cours de la dyspnée. Donc, deuxièmement, quand le patient il est torse nu, vous pouvez déceler tous les critères respiratoires, la fréquence, le type de la respiration, est-ce que régulier ou non, est-ce qu'il y a une polypnée, est-ce qu'il y a des signes de gravité qui sont le tirage, les respirations abdominales et les cyanoses. Tout ça, ce sont des signes d'insuffisance cardio-respiratoire grave. Donc, vous pouvez rechercher aussi des pulsations qui peuvent être visibles. Et ces pulsations-là vont témoigner d'une dilatation des cavités. Par exemple, une pulsation au niveau de la ligne médioclaviculaire, c'est ce qui est illustré là. Une pulsation ou bien une masse qui est palpable là, c'est en faveur d'une dilatation du cœur gauche. Au contraire, une pulsation ou bien une masse, ou bien un gonflement là, il va témoigner de la dilatation du cœur droit bien sûr. Et dernièrement, dans la région sus-mammaire gauche, on peut témoigner d'un anévrisme pariétal du ventricule gauche. Donc là, c'est au niveau de la pointe du cœur. Vous pouvez témoigner d'une dilatation. Parfois, la dilatation, elle est tellement énorme qu'il va être perçu juste à l'inspection comme une pulsation, comme une masse ou bien comme une structure qui va être, comme le nom indique, pulsée. Elle va être apparente à l'œil nu. Tout ça, ça va témoigner des dilatations cardiaques et ce sont des signes de gravité malheureusement. Donc, deuxième critère à noter, dès que le patient est torse nu après les déformations et les critères respiratoires, c'est les pulsations qui vont témoigner de dilatation des cavités cardiaques. Donc, et vous pouvez aussi déceler les signes d'insuffisance cardiaque. J'insiste que vous les retenez. Ils sont la turgescence des jugulaires. On peut lui associer le reflux hépato-jugulaire à la palpation. On verra juste prochainement. Et bien sûr, les œdèmes du membre inférieur qui sont d'origine cardiaque. Et vous devez noter les caractéristiques là. Là, je vous invite à prendre note. Les œdèmes, ils sont blancs premièrement. Ils sont mous. Ils sont bilatéraux. Et ils vont prendre le godet. Et surtout, ils sont indolores. Et ces œdèmes-là, ils sont clives. Clive veut dire qu'ils suivent la gravité. Ils vont se cheminer ou bien se situer surtout au niveau des chevilles. Et ils vont effacer les reliefs naturels. Et ça, c'est l'aspect du prenant du godet. Donc, c'est cet œdème-là, il est mou, il est indolore. Il prend le godet, notez ça bien, et il est indolore. C'est un œdème blanc. Ça, c'est de l'œdème qui est d'origine, je répète, cardiaque. Faites attention à confondre un œdème cardiaque, un œdème d'origine cardiaque, à un œdème d'ordre inflammatoire. Donc, je répète les critères. C'est un œdème blanc, mou, indolore, bilatéral, il n'est pas localisé dans une seule région. Il prend le godet et il est indolore surtout et il est déclive. Donc ça, ce sont les 5 critères d'un œdème d'origine cardiaque que vous devez les noter et vous devez les retenir par cœur. Ce sont bien sûr des questions fréquentes répondues au niveau des examens, car c'est primordial pour vous de différencier entre un œdème d'origine circulatoire, d'origine cardiaque et de l'œdème inflammatoire. Donc, ça, c'est tout pour la deuxième étape de l'examen clinique, qui est l'inspection. J'espère que vous avez noté tous les points forts. Je vous invite toujours à prendre de notes et baser sur les notions fondamentales, car ils sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Donc, deuxièmement, c'était l'inspection.
Et troisièmement, là, on va aborder la palpation. Donc là, la palpation, elle est réalisée bien sûr après les mains qui sont réchauffées. N'oubliez pas ça dans votre examen cardiaque. Dans votre examen clinique, toujours, il faut chauffer les mains pour mettre le patient en état confortable. Donc, chauffez vos mains premièrement et vous allez rechercher le choc de la pointe du cœur. Donc, ce choc de la pointe du cœur, il va témoigner d'une contraction ventriculaire gauche. Il est souvent prouvé ou bien censé, santé plus plutôt, ou bien il est localisé au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Quand vous voyez là, c'est de l'examinateur qui est en train de rechercher un choc de pointe qui est, je répète, il est physiologique. Donc, il se situe au niveau de la ligne médio-claviculaire et il est perçu mieux lorsque le sujet est en décubitus latéral gauche. Pourquoi? C'est décubitus latéral gauche. Là, c'est le fonctionnement, c'est la contraction, c'est l'effet systolique du ventricule gauche. Et bien sûr, il est mieux perçu en décubitus latéral gauche. Ce choc de pointe-là, lorsqu'il est dévié, je répète, un choc de pointe qui est au niveau de la ligne médioclaviculaire, au niveau du cinquième espace intercostal, ça c'est physiologique. Lorsque ce choc de pointe-là dévie vers l'extérieur, vers la ligne axillaire, par exemple, donc au lieu de se situer au niveau de la ligne médioclaviculaire, il va dévier ce choc de pointe allant jusqu'aux lignes axillaires, par exemple, il va témoigner d'une dilatation du ventricule gauche. Donc, première critère de palpation, rechercher est-ce que le choc de pointe, il est situé en état physiologique. C'est afin d'éliminer une dilatation ventriculaire gauche. J'espère que vous avez compris la notion du choc de pointe. Donc, c'est le premier critère à rechercher dans la palpation. Un choc de pointe physiologique situé au niveau de la ligne médioclaviculaire du cinquième espace intercostal gauche, mieux perçu en décubitus latéral gauche. Et bien sûr, lorsque il existe une déviation de ce choc de pointe-là, il va témoigner d'une dilatation ventriculaire gauche. Donc ça, c'est quelques astuces à rechercher dans votre palpation. Donc, la variation pathologique des chocs de pointe, on peut noter soit des diminutions, soit une disparition, une augmentation de l'intensité et même une déviation, comme je vous ai dit juste précédemment. Donc, on peut noter une diminution ou bien une disparition totale du choc de pointe. Je répète, le choc de pointe, ça a été un signe physiologique. C'est physiologique de percer ce choc de pointe au niveau de sa région, dans sa localisation, je répète, physiologique. Lorsque ce choc de pointe-là, il est diminué ou totalement disparaît, il va disparaître totalement, ça est en faveur de pathologie. Il peut s'agir d'une obésité. Donc, l'obésité, elle peut cacher le choc de pointe qui est physiologique. Il peut s'agir de l'emphysème, c'est de l'air sous-cutané. Notez ça bien. Un emphysème, ça peut être des questions des examens. Les causes pour qu'un choc de pointe physiologique va diminuer ou disparaître, c'est de l'obésité. C'est deuxièmement l'emphysème. Notez ça bien. C'est de l'air qui est encarcéré ou bien situé sous les téguments. Donc l'air, il va donner du tympanisme. On va aborder ça dans la percussion et il va cacher le choc de pointe qui est physiologique. Troisième cas, un épanchement péricardiaque et on va aborder ça dans les péricardites et bien sûr une insuffisance cardiaque. Vous n'allez pas constater un choc de pointe, il va être diminué ou plus grave, disparaître totalement. Donc, comme cause, je vous invite, vous retenez ces critères-là, ou bien ces étiologies-là d'une disparition ou bien une diminution du choc de pointe. Donc, ce choc de pointe-là, il peut augmenter d'intensité. Deuxièmement, premièrement, il peut diminuer ou bien disparaître. Ou bien c'est de l'inverse, il peut augmenter de l'intensité en cas de fièvre, en cas d'hyperthyroïdie.
Ce choc de pointe, il peut changer sa tonalité en l'insuffisance aortique. Il va être globuleux en dôme de barre. Notez bien ce terme-là. En cas d'une insuffisance aortique, il va changer d'aspect ou bien il va changer. Vous allez le palper de façon qui est altérée. Ce choc de pointe-là, il va apparaître globuleux en dôme de barre. Il va témoigner d'une augmentation de la post-charge cardiaque et c'est très fréquemment répandu dans les insuffisances aortiques. Donc, vous allez aborder ça en détail en cardiologie, en insuffisance aortique. Et dernièrement, comme je vous ai dit, en cas de cardiomégalie, le choc de pointe là, il peut être dévié en bas ou en dehors, c'est-à-dire à gauche. C'est de la cardiomégalie. C'est la dilatation des cavités cardiaques. Fréquemment, le ventricule gauche. Le choc de pointe peut être dévié en à gauche, en bas, en dehors, en cas de cardiomégalie. Donc ça, c'est concernant le choc de pointe. Et vous pouvez aussi détecter dans votre palpation, comme indiqué là, l'illustration, vous allez rechercher quoi? C'est des frémissements. Donc ces frémissements-là, ces vibrations, si on peut utiliser le terme, ils sont la traduction tactile et souffle. On va aborder ça avec détail dans les cours prochains qui seront intitulés sur les bruits cardiaques et les souffles avec détail. Donc, ils sont étranges de valeur lorsqu'elles sont nettes et prolongées. On peut noter un frémissement lors de quoi? Du rétrécissement mitral. Donc, et ça va témoigner du rétrécissement mitral d'une valve qui est pathologique et ça va donner toujours fréquemment. C'est le signe là, c'est du souffle qui va témoigner d'une pathologie valvulaire. Donc, là, vous voyez l'examinateur, il est en train de rechercher un frémissement mitral ou bien une pulsation, ça va témoigner soit d'un rétrécissement ou bien d'une insuffisance de la valve qui est intéressée par ce territoire-là. Et on va aborder ça avec détail et vous allez le voir avec détail dans le module de cardiologie. Donc, notez bien la palpation, recherchez un choc de pointe. Je répète, on récapitule, recherchez votre choc de pointe. Il devrait être physiologique dans la ligne médioclaviculaire au niveau de la cinquième au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Il peut être soit diminué, soit disparaître totalement. Faites attention, c'est pathologique. Il peut augmenter d'intention de ou bien dévier de position, comme dans certains cardiomégalies. Donc, premièrement, le choc de pointe. Deuxièmement, juste à la palpation, vous pouvez rechercher les souffles cardiaques. Ils vont témoigner d'une pathologie des valves, soit un rétrécissement ou bien une insuffisance. Et nous allons aborder ça avec détail dans le cours des souffles cardiaques. Dernier critère, un dernier signe à rechercher dans la palpation thoracique, c'est le signe de Harzer. Notez bien ce signe-là, il est souvent répondu comme question des examens. Un signe de Harzer, c'est la perception des battements de cœur au niveau de la région sous-xiphoïdienne. Regardez le pouce de l'examinateur là, il va appliquer de la pression sous-xiphoïdienne et là, c'est là où on va percevoir, en cas de pathologie, une dilatation du ventricule droite. On va noter la palpation, on va noter la, ou bien on va percevoir les battements cardiaques au niveau de cette région sous-xiphoïdienne. Et là, par contre, au choc de pointe, le signe de Harzer, il est pathologique. Faites attention. Signe de choc de pointe, il a été physiologique. Là, un signe de Harzer, il ne devrait pas exister. Si vous palpez ou bien vous avez la sensation de percevoir les battements du cœur au niveau de la région sous-xiphoïdienne, il va témoigner d'une hypertrophie là du ventricule droit. Et c'est très fréquemment répandu, mais malheureusement, il est inconstant. Mais il est très pathognomonique. Il peut être observé dans l'insuffisance cardiaque droite. Donc, un signe de Harzer, ça va fortifier votre diagnostic d'une insuffisance cardiaque droite.
Donc, trois signes à rechercher dans votre palpation thoracique. Le choc de pointe. Recherchez les frémissements qui vont témoigner des souffles. Et n'oubliez pas de terminer votre palpation avec le signe de Harzer. Donc, j'espère que c'est clair concernant la palpation thoracique. Avant de conclure, on va voir la palpation abdominale. Donc, dans la palpation abdominale, vous allez compléter votre palpation avec la recherche d'une hépatomégalie et le reflux hépatojugulaire. C'est très important. Donc là, le patient, il est assis en 45 degrés. L'examinateur va presser bien la palpation au niveau de l'hypochondre droit. Elle va entraîner le remplissage des veines jugulaires. Regardez les deux mains de l'examinateur. Là, avec sa main droite, il exerce de la force au niveau hépatique. Ça, c'est de l'hypochondre droit. Ça va donner d'une pression sur le foie, bien sûr. C'est la région. Et l'hypochondre droit, elle va être suivie par quoi? Par une dilatation des veines jugulaires. Et c'est très caractéristique. Et on le trouve fréquemment dans les insuffisances cardiaques droites. Donc, dernière palpation là, chercher une hépatomégalie, ça va témoigner d'un mauvais retour veineux au niveau de l'oreillette droite. Donc, et les deux signes d'insuffisance cardiaque droite, comme on a déjà abordé précédemment, c'est le reflux hépato-jugulaire là qui est perçu en position demi-assise et vous allez noter le remplissage des veines jugulaires lors de la pression. Ça est appelé le reflux hépato-jugulaire. Donc, notez-le bien, un reflux hépato-jugulaire doit être recherché dernièrement en palpation abdominale. Dernier critère avant de conclure cette partie-là, c'est la percussion. Donc là, à la percussion, nous allons rechercher soit un tympanisme ou bien une matité. Donc la percussion, elle est réalisée en tapant l'extrémité du majeur de la main droite avec le doigt de la main gauche. Vous pouvez pratiquer ça dans votre terrain de stage, mais la percussion là, elle n'est pas trop utile dans l'examen cardiaque. Elle est souvent utilisée au niveau examen pleuropulmonaire. Elle va rechercher, donc cette percussion abdominale, elle nous permet de rechercher l'hépatomégalie ou bien d'une ascite au cours d'une insuffisance cardiaque droite, mais elle n'est pas très utile comme dans le chapitre de pneumologie où on va voir le rôle de la percussion qui va témoigner soit d'un tympanisme ou bien d'une matité. Donc restez abonnés pour recevoir les prochains cours. Donc ça c'est tout pour cette deuxième partie. Il nous reste que la auscultation qui est le temps majeur de l'examen cardiaque. Donc je vous rencontrerai prochainement mes chers amis dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.